Septembre est là, et pour la plupart des jardiniers, c'est synonyme de récolte et de repos bien mérité. Mais pas pour l'ail, ça. C'est précisément maintenant, en ce début d'automne, que se prépare le terrain pour une future récolte vraiment abondante de ce condiment indispensable. Vous croyez qu'il suffit d'enfoncer une gousse en terre et le tour est joué? Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi septembre est le mois crucial pour votre ail et quels secrets peuvent transformer vos modestes planches de culture en une véritable plantation d'ail. Pour l'ail, l'automne ne marque pas la fin de la saison, mais plutôt son véritable commencement. Nous allons nous intéresser à l'ail d'automne, celui que l'on plante avant l'hiver. Cette méthode permet d'obtenir des têtes d'ail grosses et juteuses bien plus tôt qu'avec une plantation de printemps. Mais pour que tout se passe pour le mieux, il faut agir avec méthode. Car la plantation d'automne est tout un art, riche de ses subtilités et de règles parfois insoupçonnées. Alors, par où commencer pour assurer une récolte abondante? Par l'essentiel, le choix de l'emplacement idéal. Considérez cela comme la fondation sur laquelle reposera tout votre succès futur. Une erreur à ce stade pourrait réduire à néant tous vos efforts ultérieurs, aussi assidus soient-ils. L'ail est un véritable adorateur du soleil. Il a besoin d'un maximum de lumière pour sa photosynthèse. Plus la plante reçoit d'énergie solaire, plus la tête sera grosse et juteuse. Si vous le plantez à l'ombre, il poussera certes, mais les têtes seront petites, peu denses, et les gousses faibles. Une telle récolte se conservera mal et manquera de saveur. Alors, dès maintenant, faites le tour de votre jardin. Observez où le soleil s'attarde le plus longtemps, surtout l'après-midi. L'endroit idéal est un espace dégagé, que ni la maison, ni la clôture, ni les grands arbres n'ombragent. N'oubliez pas qu'en automne, le soleil est déjà plus bas et les ombres s'allongent. Ce coin de jardin, baigné de lumière en juillet, pourrait bien se retrouver dans la pénombre en octobre. Et un autre point crucial, l'emplacement doit être non seulement ensoleillé mais aussi sec. L'ail ne supporte absolument pas l'humidité stagnante. Si votre planche de culture se trouve dans une zone basse où l'eau de pluie s'accumule, les gousses risquent tout simplement de pourrir durant l'hiver. Si votre terrain est globalement un peu humide, ne désespérez pas. Il suffit de créer une planche de culture surélevée pour l'ail. Cela résoudra le problème. Alors, retenez bien ceci. Recherchez le coin le plus ensoleillé et le plus sec de votre potager, là où l'eau ne stagne jamais. Ce sera votre tremplin pour une récolte record. L'emplacement est choisi, c'est parfait. Mais avant de planter, il est crucial de se pencher sur l'historique de cette planche de culture. Qu'est-ce qui y poussait cet été? Ce n'est pas une question anodine, car la santé de votre future récolte d'ail en dépend directement. Retenez cette règle d'or du jardinier. Ne plantez jamais l'ail après ses proches cousins, l'oignon et bien entendu l'ail lui-même. Pourquoi? Imaginez qu'ils partagent les mêmes maladies familiales et les mêmes ennemis jurés. Au fil des saisons, le sol accumule des pathogènes spécifiques et des larves de ravageurs qui raffolent des cultures aliacées. En replantant l'ail au même endroit, vous l'envoyez droit dans un piège, où maladies et ravageurs affamés l'attendent de pied ferme. Une telle récolte aura peu de chances d'être saine et généreuse. Alors, qui sont les meilleurs alliés de l'ail? Quelles cultures lui offriront un sol idéal? Il s'agit de légumes appartenant à d'autres familles. Parmi les meilleurs prédécesseurs, on trouve les concombres, les courgettes, les citrouilles et les pâtissons. On a tendance à leur apporter beaucoup de matière organique, et après leur récolte, la terre reste meuble et riche. Les légumineuses conviennent aussi parfaitement. Pois, haricots, fèves, tels de petits magiciens, elles enrichissent le sol en azote, un nutriment que l'ail apprécie particulièrement. Les choux précoces et les engrais verts constituent également d'excellents choix. Cette pratique, c'est ce qu'on appelle la rotation des cultures. Loin d'être un simple terme savant, c'est le pilier d'un potager sain. Un bon précédent, c'est la garantie que votre ail sera fort, sain et qu'il ne gaspillera pas son énergie à lutter pour sa survie. Après avoir choisi l'emplacement idéal et pris en compte son histoire,
Il est temps de nous attaquer à l'essentiel, la terre elle-même. On peut dire que nous préparons un foyer douillet pour notre aile qui va y passer tout l'hiver, et son confort déterminera absolument tout. L'ail raffole tout simplement d'une terre légère, meuble et bien aérée. Imaginez une couverture moelleuse. C'est exactement cette texture que votre sol doit avoir. Dans une telle terre, ces jeunes racines respirent aisément, se développent sans contrainte, et les têtes d'ail peuvent grossir et prendre du poids sans aucune entrave. Par contre, ce que l'ail ne supporte absolument pas, c'est une terre lourde et argileuse qui se transforme en boue collante après la pluie et en une croûte dure comme de la pierre en période de sécheresse. Dans ces conditions, les racines s'étouffent, l'humidité stagne et la plante gaspille toute son énergie non pas à grandir, mais simplement à survivre. Comment vérifier la qualité de votre terre? C'est un jeu d'enfant. Prenez une poignée de terre humide et serrez-la dans votre main. Si la motte s'effrite facilement, c'est que votre terre est excellente et parfaitement adaptée. En revanche, si un bloc dense et compact reste dans votre main, il faudra améliorer votre sol. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué. Pour alléger une terre trop lourde, il suffit d'incorporer à chaque mètre carré de votre parcelle un seau de sable grossier et un seau de tourbe ou de compost bien mûr. Ensuite, bêchez le tout soigneusement sur la profondeur d'un fer de bêche. Et un point très important, ne faites pas cela le jour même de la plantation, mais au moins 2 ou 3 semaines avant. Cela laissera le temps à la terre de se tasser naturellement, évitant ainsi que vos gousses ne se retrouvent plantées trop profondément après le tassement. Maintenant que le sol est bien ameubli et léger, il est temps de le nourrir. Imaginez que vous envoyez votre ail pour un long voyage hivernal. Il aura besoin d'une bonne réserve de nutriments pour survivre aux rigueurs de l'hiver, bien s'enraciner et repartir en pleine croissance dès le printemps. Mais attention, il y a une règle d'or à respecter. La fertilisation d'automne doit être faite correctement. La principale erreur que commettent de nombreux jardiniers est d'utiliser du fumier frais. Bien que cela puisse sembler être le meilleur des engrais naturels, pour l'ail d'hiver, c'est un véritable poison. Le fumier frais favorise l'apparition de maladies fongiques et de pourritures, attire les ravageurs, et il contient aussi beaucoup trop d'azote agressif. Cet azote stimulerait la croissance du feuillage dès l'automne, et c'est précisément ce que nous voulons éviter. L'ail doit s'enraciner, pas germer. Un ail qui a germé gèlerait tout simplement pendant l'hiver. Alors, que faut-il utiliser dans ce cas? Notre meilleur allié, c'est un bon compost bien décomposé ou un fumier mûr d'au moins 2 ans. C'est en lui que tous les nutriments se trouvent sous une forme idéale et facilement assimilable. Appliquez environ un seau de cet amendement par mètre carré de planches de culture. Si vous n'avez pas de compost, vous pouvez opter pour un engrais minéral composé spécial automne, clairement étiqueté automne. Il est riche en phosphore et en potassium, des éléments essentiels au développement des racines et à la résistance au froid. L'azote, quant à lui, y est présent en quantité minimale. Appliquez-le scrupuleusement selon les instructions. Une bonne préparation automnale de votre planche de culture est la garantie que votre ail se réveillera au printemps fort, sain et plein de vigueur pour une croissance optimale. Notre planche de culture est prête, ameublie, fertile et bien préparée, elle attend ses futurs occupants. Il est maintenant temps de s'occuper de l'essentiel, le matériel de plantation. Ici s'applique la règle la plus simple et la plus fondamentale du jardinage. On récolte ce que l'on sème. Il est impossible de faire pousser de l'ail géant à partir d'une gousse petite et malade. C'est pourquoi il est crucial de porter la plus grande attention à cette étape. Nous sortons donc notre récolte, que nous avons soigneusement conservée depuis l'été, et commençons une sélection rigoureuse. Nous n'avons besoin que des meilleures têtes. Comment les reconnaître? Premièrement, ce sont les plus grosses. La taille compte. Plus la tête mère est grosse, plus le potentiel génétique de ces gousses est élevé. Deuxièmement, elles doivent être absolument saines. Examinez attentivement chaque tête sous tous les angles. Elle ne doit présenter aucune tache, aucune meurtrissure, aucune trace de moisissure ou de pourriture. Le plateau doit être sec et propre. Toute tête qui suscite le moindre doute est impitoyablement écartée. Vous pouvez l'utiliser pour la cuisine, mais surtout pas pour la plantation. Ne regrettez rien.
Une seule tête malade plantée dans la planche peut devenir une source d'infection pour toutes les autres. N'oubliez pas, nous faisons de la sélection en ne choisissant pour la plantation que le meilleur, année après année. Nous améliorons progressivement les qualités variétales de notre propre ail. Cette méthode simple vous permettra, avec le temps, d'obtenir des récoltes constamment abondantes sans grand effort. Vous créez littéralement votre propre matériel de plantation d'élite, parfaitement adapté à vos conditions. Une fois les meilleures têtes d'ail sélectionnées, quelle est la prochaine étape? Vient maintenant une étape cruciale, le dégoussement. Et c'est là qu'une astuce primordiale est souvent négligée. Il faut séparer les gousses juste avant la plantation le jour même. Au plus tard, la veille. Surtout, ne le faites jamais une semaine ou deux à l'avance. Pourquoi est-ce si important? Tant que les gousses sont encore dans la tête, elles sont protégées par leur robuste tunique. Dès que nous les séparons, nous endommageons le talon de chaque gousse, l'endroit précis d'où pousseront les racines. Cette petite plaie est une porte ouverte aux infections du sol. De plus, privée de son enveloppe protectrice commune, la base de la gousse se dessèche rapidement. Un talon desséché forme très difficilement des racines, et une telle gousse aura beaucoup de mal à s'enraciner, si tant est qu'elle le fasse. Il faut séparer les gousses délicatement, en prenant soin de ne pas abîmer leur propre enveloppe externe. Commencez par retirer les tuniques les plus externes et épaisses, puis détachez délicatement les gousses les unes des autres, en commençant par celle du pourtour. Chaque gousse séparée est ensuite attentivement inspectée. Elle doit être ferme, lourde, exempte de dommages, de taches ou de traces de pourriture. Toutes les gousses trop petites, doubles ou abîmées sont immédiatement mises de côté. Elles finiront à la cuisine. Seuls les spécimens impeccables seront plantés. Nous avons défait les têtes d'ail et obtenu une belle quantité de gousses, mais à y regarder de plus près, on remarque qu'elles sont toutes de tailles différentes. Il y a les grosses, les imposantes, issues des rangs extérieurs, les moyennes, du cœur de la tête. Et c'est là que se cache un secret de professionnel, le calibrage ou tri par taille. De nombreux jardiniers se contentent de mélanger toutes les gousses et de les planter pêle-mêle. Qu'advient-il alors? Les grosses gousses produisent des pousses vigoureuses, se développent rapidement et commencent à dominer leurs petites voisines, leur ravissant la lumière et les nutriments. Résultat, une récolte inégale avec des têtes gigantesques ici et là et d'autres toutes petites juste à côté. Pour éviter cela, il ne faut consacrer que 5 petites minutes au tri. Séparez toutes vos gousses préparées en 3 catégories, grands, moyennes et petites. Ce geste simple est d'une grande utilité. Chaque catégorie sera plantée sur une planche de culture distincte ou dans un rang séparé. Cette approche garantit que toutes les plantes de la même rangée se développeront dans des conditions identiques, sans concurrence. Les pousses seront uniformes et robustes. L'entretien de ces planches est bien plus aisé. Et le plus important, la récolte sera homogène. Des grosses gousses naîtront les plus grandes têtes, celles dignes d'exposition. Des moyennes, un excellent taille de taille le standard. Et des petites, des têtes plus modestes, idéales pour les conserves ou la cuisine. Le calibrage, c'est votre atout pour une récolte prévisible et de grande qualité. Après avoir trié nos gousses d'ail et les avoir regroupées par taille, il nous reste une poignée des plus petites. Le premier réflexe serait de les mettre dans la soupe ou simplement de les jeter. Attendez un instant. Ces petites gousses, aussi modestes soient-elles, sont en réalité un matériel de plantation précieux, à condition de savoir comment les utiliser intelligemment. Il n'est effectivement pas judicieux de les planter aux côtés des grosses gousses sur la parcelle principale. Elles ne donneraient pas de grosses têtes et seraient vite étouffées par leurs puissantes voisines. Mais elles ont une autre vocation, bien plus importante. De ces petites gousses pousseront l'année suivante ce qu'on appelle des ail monogousses ou bulbilles. Ce sont de petites têtes rondes, composées d'un seul cailleux un peu comme un petit oignon. Or, ces ail monogousses sont le matériel de plantation le plus sain, le plus vigoureux et le plus élite qu'on puisse espérer. En plantant un tel ail monogousse l'automne suivant,
vous obtiendrez à coup sûr une tête d'ail très grosse et bien formée, avec de nombreux cailleux. C'est un véritable processus de rajeunissement et d'assainissement de votre stock de semences. Alors, que faire de ces petites gousses dès maintenant? Réservez-leur un petit rang séparé, quelque part en bordure de votre potager. Vous pouvez les planter beaucoup plus serrées que votre ail principal, à une distance d'environ 5 à 7 cm les unes des autres. L'été prochain, vous récolterez ainsi une belle moisson d'ail monogousse idéale. De cette manière, non seulement vous ne jetez pas une partie de votre récolte, mais vous posez aussi les fondations pour des récoltes exceptionnelles à venir. Nos cailleux sont sélectionnés, calibrés et prêts à être plantés. Il ne reste plus qu'un dernier geste, mais ô combien crucial, le traitement préalable à la plantation. Certains jardiniers font l'impasse sur cette phase, comptant sur la chance, mais c'est un peu comme envoyer un enfant à l'école sans vaccin. C'est possible, certes, mais risqué. La terre n'est pas un milieu stérile. Elle regorge de micro-organismes et tous ne sont pas vos alliés. Spores de champignons, bactéries, ils n'attendent tous qu'une chose, s'attaquer aux cailleux sans défense. L'objectif de ce traitement, ou pré-traitement, comme on l'appelle parfois, est de créer une barrière protectrice à la surface du cailleux, afin de le prémunir des maladies durant la première étape, la plus vulnérable, de sa vie. Comment procéder? Il existe plusieurs méthodes éprouvées. La plus simple et la plus accessible est l'utilisation d'une solution de permanganate de potassium. Préparez une solution de couleur rose foncé, bien intense, et faites-y tremper vos cailleux pendant 20 à 30 minutes. C'est une vieille méthode de grand-père qui a fait ses preuves et reste pertinente. Une option plus moderne et plus fiable est d'utiliser des fongicides spéciaux, par exemple des produits à base de Bacillus subtilis ou de Trichoderma. Ces micro-organismes bénéfiques ne se contentent pas de désinfecter. Ils colonisent également la surface du cailleux, offrant une protection continue contre les pathogènes. On peut aussi utiliser des fongicides chimiques, comme Maxime. Dans tous les cas, plongez vos cailleux dans la solution. Préparez strictement selon les instructions pour la durée préconisée. Après le trempage, il faut les planter immédiatement, sans les rincer ni les sécher. Cette simple procédure ne vous prendra pas plus d'une demi-heure, mais vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, sachant que votre future récolte est bien protégée. Tous les préparatifs sont derrière nous, et nous abordons le moment le plus délicat, celui de déterminer la période de plantation. C'est sans doute le point le plus complexe et le plus controversé. Si vous donnez une date exacte, vous vous trompez à coup sûr, car notre pays est vaste et le climat y est très diversifié. Ce qui est idéal pour les régions du Sud ne conviendra absolument pas pour la Sibérie ou l'Oural. Il faut donc se fier, non pas au calendrier, mais à la météo et aux prévisions des météorologues. Il existe une règle d'or. L'ail d'automne doit être planté 3 à 4 semaines avant les premières gelées durables lorsque le sol commence à geler sur quelques centimètres. Que doit-il se produire pendant ce laps de temps? Le cailleux doit avoir le temps de faire l'essentiel, s'enraciner. Il doit émettre un puissant chevelu racinaire qui s'ancrera fermement dans le sol. Ce sont ces racines qui le nourriront pendant l'hiver et lui assureront un départ vigoureux au printemps. Par contre, il ne doit absolument pas germer. Si des feuilles vertes pointent le bout de leur nez, elles seront presque certainement détruites par le gel et la plante dépensera un temps et une énergie précieux au printemps pour se rétablir, ce qui affectera la taille de la tête. Comment saisir ce moment idéal? Surveillez le thermomètre. Dès que la température du sol à une profondeur de 5 à 7 cm descend à 10-12 degrés et que les prévisions annoncent un refroidissement progressif sans retour brutal de la chaleur, il est temps de commencer. Pour les régions du centre, cela correspond généralement à la période de fin septembre à mi-octobre. Mais chaque année est différente. Vos meilleurs conseillers sont la nature et le bon sens. Le moment est venu, la bêche à la main, de préparer nos plantations. Et c'est là que de nombreux jardiniers, surtout les débutants, commettent l'une des erreurs les plus fatales. Ils plantent l'ail trop peu profondément. Ils pensent qu'ainsi, la pousse aura plus de facilité à percer la terre au printemps. En réalité, c'est tout l'inverse.
Une plantation trop superficielle est une garantie quasi certaine de gel. En hiver, la couche supérieure du sol gèle plus intensément. Si la base du cailleux est trop proche de la surface, le froid la détruira purement et simplement. Alors, à quelle profondeur planter? Il existe une règle simple et ingénieuse, facile à retenir. La profondeur de plantation doit être égale à 3 fois la hauteur du cailleux lui-même, mesurée de la base à la pointe. Prenez un cailleux dans votre main. Supposons qu'il mesure 2 cm de hauteur. Il faudra donc le planter de manière à ce que 4 cm de terre recouvre sa pointe. La profondeur totale du trou de plantation sera alors de 6 cm. Si le cailleux est plus gros, mesurant 3 cm, la profondeur de plantation atteindra 9 cm. C'est une méthode universelle, efficace quelle que soit la taille de votre semence. Il est très facile de faire des trous de plantation de profondeur égale. Prenez un manche de bêche ou un simple bâtonnet et faites-y une marque indiquant la profondeur désirée. Ainsi, tous vos cailleux se trouveront au bon niveau, en sécurité, à l'abri des gelées hivernales. Retenez bien, mieux vaut planter un peu plus profond que trop superficiellement. C'est la clé d'un hivernage réussi. Nous avons déterminé la profondeur idéale. Mais qu'en est-il d'une plantation trop profonde? C'est l'autre extrême, tout aussi préjudiciable à nos cultures. Certains jardiniers, craignant le gel, enfouissent l'ail à 15-20 cm de profondeur. Si cela peut paraître plus sûr, cette approche n'est pas sans désavantages. Premièrement, au printemps, une gousse plantée si profondément devra déployer beaucoup plus d'efforts et de temps pour que son germe parvienne à percer la surface et à atteindre la lumière du soleil. Au lieu de consacrer ses réserves nutritives à la formation d'une belle tête, elle les épuisera dans ce long périple vers la surface. En conséquence, ces plantes accuseront un retard de croissance par rapport à celles plantées à la profondeur idéale. Deuxièmement, les couches profondes du sol se réchauffent beaucoup plus lentement au printemps. Alors que la terre à 5-7 cm de profondeur est déjà tiède et favorise la croissance, à 15 cm, elle peut encore être froide et humide. Dans ces conditions, la gousse peut tout simplement pourrir sans même avoir eu le temps de se réveiller. Et si elle parvient, malgré tout, à germer, la forme de la tête risque d'être déformée, allongée. Elle cherchera à remonter vers la surface, ce qui se répercutera sur son aspect. L'équilibre est donc primordial, comme en toute chose. La règle des 3 fois la hauteur de la gousse, c'est précisément le juste milieu qui assure à la fois la protection contre le gel et un démarrage rapide et harmonieux au printemps. Inutile de réinventer la roue. Faites simplement confiance à cette méthode éprouvée au fil des ans. Nos sillons sont creusés à la bonne profondeur. Abordons maintenant un point essentiel. Comment espacer correctement nos précieuses gousses d'ail dans ces lignes? L'espacement entre les cailleux est un facteur crucial qui influence directement la taille des futures têtes d'ail. Une plantation trop dense mènerait tout droit à une récolte décevante. Les plantes manqueraient d'espace, de lumière et de nutriments. Elles entreraient en compétition féroce. Leurs feuilles feraient de l'ombre aux voisines, et leurs racines s'entremêleraient dans une lutte acharnée pour l'eau et les éléments nutritifs. Dans ces conditions spartiates, il est tout bonnement impossible d'obtenir de grosses têtes d'ail. À l'inverse, planter trop clair n'est pas non plus judicieux. Nous gaspillerions alors un espace précieux dans votre potager. Où se situe donc le juste milieu? Les jardiniers expérimentés conseillent de laisser un espacement d'environ 10 à 15 cm entre les cailleux, qu'ils soient en gros ou moyens, sur le même rang. Vous pouvez vous fier à la largeur de votre main pour vous donner une idée. Cet espace sera amplement suffisant pour que chaque plante développe un bon système racinaire et une belle rosette de feuilles sans gêner ses voisines. Quant à l'espace entre les rangs, ou l'interrang, il est préférable de le prévoir plus large, autour de 20 à 25 cm. Ceci est moins pour le bien-être des plants que pour votre propre confort. Des allées suffisamment larges vous permettront, au printemps et en été, de biner facilement la terre, de désherber et d'apporter des engrais sans risquer d'endommager les feuilles délicates de l'ail.
Une bonne stratégie de plantation est la garantie que vos plants se sentiront à l'aise et pourront exprimer tout leur potentiel. Après avoir bien espacé nos trous, voici le moment crucial, celui de déposer la gousse d'ail. Cela peut sembler anodin, n'est-ce pas? Pourtant, c'est précisément à cette étape que beaucoup commettent une erreur qui, sans tuer la plante, l'empêchera d'exprimer tout son potentiel. La gousse doit être plantée bien verticalement, le talon vers le bas. Le talon, c'est cette partie plate et légèrement rugueuse d'où émergeront les racines. Si vous observez attentivement, vous pourrez même y distinguer de minuscules protubérances. Ce sont les ébauches des futures dettes racines. La pointe acérée, quant à elle, doit pointer vers le ciel. C'est de là que sortira le jeune germe vert. Mais que se passerait-il si vous plantiez la gousse sur le côté, ou, pire encore, la tête en bas? L'ail est une plante incroyablement résiliente. Elle finira par germer, quoi qu'il arrive. La pousse, obéissant à la loi de la nature, se courbera en arc de cercle sous terre et trouvera coûte que coûte son chemin vers le soleil. Cependant, cette prouesse acrobatique lui coûtera une quantité considérable d'énergie. Une énergie qui aurait dû être consacrée à la formation d'une belle et grosse tête d'ail. Le résultat? Une tête d'ail tordue, difforme et bien sûr plus petite que ce qu'elle aurait pu être. Alors, prenez votre temps. Saisissez chaque gousse avec délicatesse et déposez-la soigneusement dans le trou, le talon bien posé au fond. Inutile de l'enfoncer avec force dans la terre, surtout si le sol est déjà dense. Cela risquerait d'endommager le talon et les jeunes racines en formation. Contentez-vous de la poser et de la recouvrir légèrement de terre pour la stabiliser dans sa bonne position. Ce petit geste, ce détail, est votre contribution à la beauté et à la générosité de votre future récolte. Vos gousses sont soigneusement réparties dans les trous, la planche de culture est presque prête. Une question essentielle se pose alors. Faut-il arroser après la plantation? La réponse, contrairement aux apparences, n'est pas si simple et dépendra grandement de l'état de votre terre. Il faut véritablement agir au cas par cas. Si le mois de septembre s'est avéré particulièrement sec, que la préparation de votre parcelle a été longue et que la terre a eu le temps de s'assécher, se transformant presque en poussière, alors l'arrosage devient une nécessité absolue. Dans un sol sec, la gousse aura du mal à émettre rapidement ses racines, le processus d'enracinement sera ralenti, et elle pourrait ne pas être suffisamment prête avant les rigueurs de l'hiver. Dans ce cas de figure, une fois les trous rebouchés avec de la terre, arrosez délicatement l'ensemble de la planche à l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme. L'arrosage doit rester modéré. Il ne s'agit pas d'inonder la parcelle. Notre objectif est simplement d'humidifier la terre à la profondeur où se trouvent les gousses afin de leur offrir un environnement de départ idéal. La situation est en revanche radicalement différente si l'automne est particulièrement pluvieux et que la terre de votre parcelle est déjà naturellement humide et lourde. Dans ce scénario, un arrosage supplémentaire serait non seulement inutile, mais pourrait même s'avérer néfaste. En effet, un excès d'humidité, conjugué aux températures fraîches de l'automne, constitue un terreau idéal pour le développement de toutes sortes de pourritures et de moisissures. La gousse pourrait simplement pourrir en terre, sans jamais avoir la chance de développer ses racines. Par conséquent, si vous constatez que votre sol est déjà suffisamment humide, il est préférable de vous abstenir complètement d'arroser. L'ail se contentera parfaitement de l'humidité déjà présente dans la terre. Retenez bien ce principe, en automne, il est toujours préférable de manquer un peu d'eau que d'en apporter trop. L'ail est planté, arrosé si besoin. On pourrait croire qu'il ne reste plus qu'à se reposer jusqu'au printemps. Mais non, il reste une étape cruciale qui servira de couverture douillette à notre ail, le paillage. Le paillis est une couche de matière organique que l'on dépose à la surface du sol. À quoi sert-il? Premièrement, c'est la protection principale contre le gel. La couche de paillis crée un coussin d'air qui atténue les variations de température et empêche le sol de geler trop profondément lors des hivers rigoureux et sans neige. Sous cette couverture, notre ail passera l'hiver comme dans un nid douillet. Deuxièmement,
le paillis protège la planche de culture de la formation d'une croûte de surface compacte. La terre, en dessous, reste toujours meuble et aérée. Troisièmement, au printemps, le paillis supprimera la croissance des premières mauvaises herbes, vous facilitant ainsi grandement l'entretien. Avec quoi pailler? Les options sont nombreuses. La tourbe, le compost bien mûr ou le fumier bien décomposé sont excellents. On peut les étaler en une couche de 5 à 7 cm. Les feuilles mortes sèches, mais pas celles des arbres fruitiers malades. La paille, l'herbe coupée et séchée, ou même les aiguilles de conifères constituent également un excellent paillis. La couche de ces matières organiques devra être plus épaisse, environ 10 à 15 cm, car elles se tasseront avec le temps. Quand pailler, ne vous précipitez pas à le faire juste après la plantation. Laissez le sol refroidir un peu. L'idéal est de couvrir la planche de culture dès les premières gelées nocturnes persistantes. C'est le signal que l'hiver approche et qu'il est temps d'envelopper nos petits protégés. Revenons un instant sur la préparation de nos cailleux. Il existe un conseil assez répandu qui circule de forum de jardinage en forum et qui préconise d'impérativement nettoyer, voire carrément couper, les vieilles racines sèches situées à la base du cailleux avant la plantation. La logique derrière ce conseil est la suivante. Ces vieilles racines étant de toute façon mortes, elles ne feraient qu'entraver la croissance des nouvelles. Cela semble a priori convaincant, mais en réalité, c'est une erreur à ne surtout pas commettre. Ces radicelles sèches, bien que mortes, remplissent une fonction mécanique très importante. Elles servent de véritables ancres. Lorsque vous déposez le cailleux dans une terre ameublie, ce sont précisément ces racines qui l'aident à s'accrocher au sol et à se maintenir en position verticale. Si la base est absolument lisse, rasée, alors, au moment de recouvrir de terre, le cailleux peut facilement basculer sur le côté. Comme nous l'avons déjà mentionné, cela entraînera une courbure de la pousse et une déformation de la future tête d'ail. De plus, toute intervention sur cette zone de la base constitue des micro-blessures qui peuvent devenir des portes d'entrée pour les infections. La nature a tout prévu. Les nouvelles radicelles, bien vivantes, perceront sans aucun problème à travers l'ancienne base. Cela ne les gênera absolument pas. Laissez donc cette base tranquille. La seule chose à faire est de séparer délicatement le cailleux de la tête mère. Aucune autre manipulation n'est nécessaire sur cette zone. Ne vous créez pas de travail inutile et ne soumettez pas votre matériel de plantation à un risque inutile. Maintenant, il est temps de tordre le cou à une idée reçue, très populaire et tenace, qui pourrait bien vous coûter l'intégralité de votre récolte d'ail. Il n'est pas rare de se retrouver à court de ses propres semences, ou de décider de se lancer dans la culture de l'ail pour la toute première fois. La tentation est alors grande de filer au supermarché du coin pour y acheter quelques belles têtes d'ail, grandes et régulières, qu'ils soient importés ou simplement de consommation courante. Cela peut sembler une excellente idée. Après tout, il est si gros, si uniforme, si blanc. Mais attention, c'est un piège. La probabilité qu'un tel ail produise quoi que ce soit de viable est extrêmement faible. Et pourquoi donc? La raison est simple. Pratiquement tout l'ail vendu dans les grandes surfaces, surtout s'il vient de loin, a subi un traitement spécial. Il est traité avec des inhibiteurs de croissance, des substances chimiques qui bloquent ou suppriment entièrement la capacité des cailleux à germer. Ce procédé a pour but de prolonger sa durée de conservation dans les entrepôts et sur les étals sans qu'il ne perde son bel aspect de commercial. Un tel ail peut rester des mois sans même songer à développer la moindre racine. En le plantant en terre, vous risquez fort de gaspiller purement et simplement votre argent. Soit il ne germera pas du tout, soit il produira des pousses très faibles et chétives, à partir desquelles aucune tête d'ail normale ne pourra se former. C'est pourquoi, retenez bien, pour la plantation, utilisez uniquement votre propre ail, celui dont vous connaissez la provenance et la qualité, cultivé dans votre jardin. Ou alors, procurez-vous vos plants auprès de maraîchers de confiance, sur les marchés locaux, auprès des petits producteurs par exemple, ou dans des jardineries spécialisées qui vendent des variétés spécifiquement destinées à la plantation.
et non de l'ail de consommation. La vie nous réserve bien des imprévus, et on ne parvient pas toujours à tout faire en temps et en heure. Un imprévu au travail, un déplacement, une météo capricieuse, et vous voilà à réaliser que les dates optimales pour vos plantations sont déjà loin derrière vous. Nous sommes en novembre, les vraies gelées menacent, et votre trail est toujours dans son panier. Que faire? Baisser les bras et attendre le printemps? Pas si vite. La situation n'est pas désespérée, on peut encore sauver la mise, mais il faudra s'y prendre un peu différemment. Si vous avez du retard, mais que le sol n'est pas encore gelé en profondeur, la plantation reste possible. Mais avec deux ajustements importants. Premièrement, il faut planter plus profondément que d'habitude. Oubliez la règle des 3 hauteurs. Votre objectif est maintenant d'enfouir les gousses bien au-delà de la couche superficielle du sol qui risque de geler. N'hésitez pas à creuser des trous de 10, voire 15 cm de profondeur. Cette plantation plus profonde compensera le manque de temps pour l'enracinement et créera un coussin thermique supplémentaire. Certes, au printemps, cette taille aura plus de mal à percer la surface, mais c'est toujours mieux que de le voir geler et mourir. Deuxièmement, après cette plantation tardive, il est impératif d'augmenter la couche de paillage. Si, en temps normal, 5 à 10 cm suffisent, dans ce cas, ne lésinez pas sur la quantité. Couvrez votre planche de culture d'une épaisse couche de 20 à 30 cm de feuilles mortes, de paille ou de tourbe. Cette couverture empêchera le sol de geler rapidement et donnera à votre ail tardif une chance de s'enraciner avant l'arrivée des fortes gelées. Bien sûr, il s'agit d'une mesure d'urgence, et la récolte ne sera peut-être pas aussi abondante qu'espéré, mais c'est une vraie solution pour sauver la situation. Mais parlons maintenant de ce qui change vraiment la donne. Le véritable coup de génie dans la culture de l'ail d'hiver, et qui est souvent négligé, tient en 2 points cruciaux. Le premier est de renoncer à consommer vos plus beaux spécimens. Les têtes les plus grosses, les plus belles, ne doivent pas finir dans votre assiette, mais retourner en pleine terre. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est précisément cette approche qui assure une amélioration génétique de votre ail, année après année. Vous pratiquez littéralement une sélection naturelle en ne gardant pour la reproduction que les spécimens les plus robustes. Le deuxième point essentiel est de comprendre que vous ne vous contentez pas d'enterrer une gousse, mais que vous l'envoyez en hibernation. Tout votre travail en septembre vise à créer les conditions idéales pour ce long repos hivernal. La bonne profondeur de plantation, un paillage protecteur, un sol sain, ce n'est pas qu'une simple technique agricole. C'est la couverture et le garde-manger de cette petite plante qui doit survivre aux rigueurs de l'hiver et jaillir avec force dès les premiers rayons du soleil printanier. Ceux qui intègrent cette notion cessent de commettre des erreurs frustrantes et obtiennent une récolte à faire pâlir d'envie tous les voisins. En résumé, le succès de votre future récolte d'ail ne se prépare pas au printemps, mais bel et bien maintenant, en septembre. Le bon choix de l'emplacement, une préparation minutieuse du sol et du matériel de plantation, le respect de la profondeur et des délais, voilà les véritables clés de la réussite. Ce sont des étapes simples, mais absolument cruciales. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont vos propres secrets pour cultiver l'ail? Ou peut-être avez-vous rencontré des difficultés inattendues lors de sa plantation en automne? Partagez votre expérience dans les commentaires, nous serions ravis d'en discuter.